Bonjour, Romane Frappel, je suis interne en pharmacie hospitalière au CHU de Lille et j'interviens dans le cadre de la 12e journée régionale de pharmacovigilance et d'addictovigilance avec un sujet qui a fait l'objet de ma thèse d'exercice et qui porte sur l'exposition des enfants au bêta-bloquant lors de l'allaitement avec une étude prospective chez les patientes suivies en réunion de concertation pluridisciplinaire cœur-grossesse au CHU de Lille. Donc, pourquoi cette étude? Tout part de l'existence d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc que l'on nommera RCP Cœur Grossesse pour la suite de la présentation, qui a été mise en place en 2017 à Lille et qui rassemble des compétences pluridisciplinaires avec des cardiologues, des gynécologues, des pédiatres, des anesthésistes, des généticiens et des pharmacologues du CRPV de Lille qui prennent en charge des patientes aux pathologies cardiaques sévères, à type de dilatation aortique ou encore de syndrome de Marfan. Donc, ces RCP, elles se réunissent chaque mois et elles se préoccupent de l'accompagnement de ces patientes, que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement, notamment si les patientes prennent des traitements. Or, la question de la compatibilité des bêta-bloquants pendant l'allaitement, elle émerge à chaque RCP puisque la plupart de ces pathologies cardiaques sont traitées par bêta-bloquants. Donc, après avoir réalisé la synthèse des données de l'utilisation des bêta-bloquants pendant l'allaitement, il en ressort que 3 bêta-bloquants sont à privilégier car à faible risque d'excrétion dans le lait maternel, le propranolol, le labetalol et le métoprolol. Et puis 4 bêta-bloquants sont à éviter car les plus à risque d'accumulation, donc l'athénolol, le bisoprolol, le nadolol et le sotalol, avec des demi-billes d'élimination qui sont longues, une fraction excrécée dans l'urine importante et des liaisons aux protéines plasmatiques faibles. Donc, on a réalisé une étude au CHU de Lille avec comme objectif principal de réaliser un état des lieux de l'utilisation des bêta-bloquants chez ces patientes suivies en RCP cœur grossesse qui ont une intention d'allaiter. Et puis comme objectif secondaire, d'évaluer la proportion de femmes traitées par bêta-bloquants souhaitant allaiter et de réaliser un suivi des effets indésirables chez les nouveau-nés allaités par ces femmes traitées par bêta-bloquants. Donc, pour ce faire, ont été inclus les patientes enceintes suivies en RCP cœur grossesse au CHU de Lille, traitées par bêta-bloquants qui ont accouché. Et on est parti des listings des patientes vues en RCP depuis 2017, identifiées comme traitées par bêta-bloquants. Et à partir des courriers de synthèse du logiciel SIAGE, donc le logiciel de prescription hospitalière du CHU de Lille, on a recueilli au fil de l'eau les données concernant la grossesse. Ensuite, après l'accouchement, on a contacté chaque patiente dans le cadre du suivi de pharmacovigilance et on a recueilli, à partir d'un questionnaire, les données sur un logiciel, un framework, des données qui sont démographiques, des données sur les bêta-bloquants, sur l'allaitement et sur les effets indésirables. Donc, pour répondre à notre premier objectif d'état des lieux de l'utilisation des bêta-bloquants au cours de l'allaitement chez ces patientes enceintes, donc suivies pour une pathologie cardiaque et vues en RCP, 53 patientes ont répondu au questionnaire et il ressort 5 stratégies thérapeutiques décidées pendant la grossesse. Soit il est proposé aux patientes de maintenir le bêta-bloquant pendant la grossesse, identifié comme compatible avec l'allaitement, soit de ne pas recommander, donc d'interdire l'allaitement, soit de modifier le bêta-bloquant pendant la grossesse pour permettre l'allaitement, soit d'arrêter le bêta-bloquant pendant la grossesse, soit de maintenir le même bêta-bloquant pendant la grossesse malgré les risques théoriques d'exposition de l'enfant lors de l'allaitement. Donc, si on fait un tableau récapitulatif d'état des lieux de l'utilisation des bêta-bloquants selon les patientes, il en ressort donc comme première stratégie thérapeutique qui consiste à maintenir le bêta-bloquant pendant la grossesse identifié comme compatible. Ça a concerné 6 patientes sur les 27 qui ont allaité, soit 22%, et toutes traitées par propranolol. Concernant la deuxième stratégie thérapeutique, ça a concerné 10 patientes pour lesquelles l'allaitement n'a pas été recommandé, avec des bêta-bloquants jugés incompatibles avec l'allaitement, donc le nadolol, le nebivolol, l'athénolol et le bisoprolol. Concernant la troisième stratégie thérapeutique, ça a concerné 15 patients pour lesquels on a proposé une modification du bêta-bloquant pendant la grossesse pour permettre l'allaitement. 14 d'entre elles, on a proposé une nouvelle substitution par un bêta-bloquant, un autre bêta-bloquant. 9 patientes ont été nouvellement traitées par du propranolol, une patiente par du labetalol et 2 patientes par du métoprolol. Donc 3 bêta-bloquants théoriquement jugés compatibles avec l'allaitement. Et puis pour 2 patientes, une patiente a été nouvellement traitée par du bisoprolol et une autre par du sotalol, 2 bêta-bloquants jugés incompatibles avec l'allaitement. Et enfin, pour une patiente, on a proposé une diminution de posologie avec le bisoprolol jugé incompatible avec l'allaitement. Et puis concernant la stratégie numéro 4, ça a concerné une patiente
à qui on a proposé d'arrêter le bisoprolol, initialement indiqué dans une hypertension artérielle, donc indication qui n'est pas le bisoprolol, tous les bêta-bloquants ne sont pas une intention dans l'indication d'hypertension artérielle. Et concernant la stratégie numéro 5, ça a concerné 5 patientes à qui on a proposé de maintenir le même bêta-bloquant malgré les risques théoriques d'exposition de l'enfant lors de l'allaitement, 2 patientes traitées par du nadolol et 3 patientes traitées par du bisoprolol. Donc, si on fait un tableau récapitulatif du nombre de patientes selon les stratégies thérapeutiques, il en ressort que si on prend en charge suffisamment en amont les patientes qui souhaitent allaiter, on peut leur proposer une modification de leur traitement pendant la grossesse pour permettre l'allaitement. Donc, ça a concerné plus de 50% des patientes qui souhaitaient allaiter. Malheureusement, pour certaines d'entre elles, l'allaitement a été interdit de par le bêta-bloquant jugé incompatible avec l'allaitement. Pour répondre à notre deuxième objectif, nos objectifs secondaires, concernant la proportion de patientes traitées par bêta-bloquants souhaitant allaiter, ça représentait 37 patientes sur 53 qui ont répondu au questionnaire. Et concernant le suivi des effets indésirables, lorsqu'on leur a demandé s'il y avait survenu d'effets indésirables chez leur enfant, 21 ont répondu que pas de survenue d'effets indésirables, alors que pour 5 d'entre elles, elles étaient traitées par nadolol et bisoprolol jugés théoriquement incompatibles avec l'allaitement. Donc les données sont rassurantes. Et puis, il y a survenue de 6 effets indésirables chez des enfants, 2 mauvaises fusions avec l'abétolol et sotalol, et 3 hypoglycémies et une bradycardie avec le propranolol. Donc, soit au total 22% des enfants ont présenté un effet indésirable. Donc, ça peut représenter un chiffre élevé, mais qui est lié au recueil actif, hein, par opposition aux notifications spontanées dont on a l'habitude en pharmacovigilance. Et puis, les mécanismes pharmacologiques sont attendus avec ces bêta-bloquants, donc ces effets indésirables sont plutôt attendus. Et il est intéressant de noter que la survenue de ces effets indésirables était en début de vie, donc on ne peut pas exclure l'imprégnation in utero pendant la grossesse des enfants. Donc finalement, cette étude, elle contribue à renforcer toutes les données sur lesquelles on peut se reposer pour prendre une décision dans ces cas de figure. Et puis cette étude, elle met en avant la tâche complexe pour les prescripteurs et les mères de prendre une décision de traitement au moment de la grossesse pour l'allaitement. Donc il est important pour les patientes de leur mettre à disposition les données, toutes les données que l'on a, et de les sensibiliser à l'apparition des fins indésirables potentielles. Il est important d'intégrer les pharmacologues dans les RCP pour des décisions au cas par cas. Et puis cette étude, elle met en avant la nécessité de mener d'autres études toxicologiques, cliniques ou encore épidémiologiques. Je vous remercie pour votre attention.